Donc, ravi de vous avoir ce soir. On va parler d'AI, on va parler de HR. Et pour nous, effectivement, vous l'avez vu, ce lancement qu'on a fait la semaine dernière était vraiment important. Malte a commencé il y a à peu près 11 ans et on considère que c'est le lancement de produit le plus important depuis nos débuts. On a commencé avec un moteur de recherche. C'est ce qu'on a introduit sur le marché du staffing, du freelancing. Un moteur de recherche aussi simple. À l'époque, on s'appelait le Airbnb des freelances. On voulait quelque chose dans l'expérience utilisateur qui soit très très simple, aussi simple que ce qu'on a dans notre vie au quotidien en tant que end user B2C et proposer ça pour des entreprises. Donc ça a été vraiment la disruption il y a 11 ans. Et en fait, comme on le dit et on l'évoque là dans la vidéo, on était limité, c'est-à-dire que ça fonctionnait bien pour beaucoup de types de recherches, mais des recherches assez simples. Et aussitôt qu'on était sur des recherches beaucoup plus complexes, parce qu'on parle de people, on ne parle pas de marketplace produit, on va rechercher par exemple un data engineer pour une mission de 6 mois, qui connaisse le retail, qui soit basé à ici les Moulineaux, je ne sais pas quoi. C'est des recherches très complexes et c'est là où la Gen AI aujourd'hui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que la Gen AI, ça nous permet de faire des prompts, donc des prompts sur nos recherches beaucoup plus complexes. Donc c'est vraiment pour nous la deuxième phase de Mal qui commence, les 10 prochaines années, on va dire. Donc on est ravis de pouvoir vous montrer ça. Et je pense que lié à ça, en fait, on va voir beaucoup d'entreprises. Je pense que toutes vos entreprises se posent la question de comment utiliser les AI, comment utiliser la Gen AI et les nouvelles technologies. Et on va voir deux types d'entreprises. On va voir les entreprises qui vont utiliser l'AI de façon, et vous le faites sûrement déjà, comment améliorer la productivité interne. Et c'est la première chose qu'on a fait nous aussi, par exemple pour notre Customer Care. Et on va voir les entreprises qui, comme sur la transformation digitale ces 20 dernières années, vont aller sur la phase 2, vont aller beaucoup plus loin et vont repenser toute leur expérience utilisateur. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici sur ce produit et sur les Search. On prend un pari pari d'innovation et on repense complètement l'expérience utilisateur pour mieux servir nos clients, mais pour aussi amener plus de business pour nos freelances, les 800 000 freelances qui sont dans notre communauté. Donc, ravi de partager ça avec vous ce soir. Et ce soir, on a un panel où on va pouvoir justement discuter et parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Et qui de mieux pour animer ce panel que la personne qui a l'idée justement ce projet des iSearch, qui est notre Chief Data and AI Officer et que vous avez vu dans la vidéo, Claire Lebars. Merci Vincent, bonsoir à tous. Super heureux de vous retrouver ce soir pour discuter IA et monde du travail. Et j'ai demandé à quelques invités de venir chez Malte pour discuter, voilà, entre nous de ce sujet passionnant. Je vais demander à Anne-Laure Giré de me rejoindre sur scène. Elle est en charge de Google Cloud AI Go-to-Market EMEA Sud. Je me demande de préciser Sud. Et ça fait plus de 10 ans que Anne-Laure, elle travaille chez Google et collabore avec vraiment beaucoup d'entreprises, que ce soit des digital natifs ou alors des entreprises plus traditionnelles, publiques, qui sont en train de vivre leur transformation digitale. Donc, ravie de t'avoir ce soir, Anne-Laure. Eh ben, écoute, viens juste à côté de moi. Aussi, merci Yann Ferguson, d'avoir accepté cette invitation. Yann est sociologue à l'INRIA et directeur scientifique du Labor IA, un laboratoire très intéressant, puisque c'est l'initiative du ministère du Travail et de l'Emploi et de l'INRIA. C'est un laboratoire qui a été créé pour comprendre l'introduction de l'intelligence artificielle dans les environnements de travail. Donc, Yann aussi interagit avec énormément d'entreprises, donc ça va être très intéressant d'avoir tes perspectives ce soir. Et last but not least, comme on dit, Nicolas Marchais. Bonsoir Nicolas. Donc Nicolas est cofondateur et CEO de Facet. Facet, c'est une entreprise spécialisée dans la création d'applications IA sur mesure pour les PME et ETI. Et Nicolas est aussi le créateur d'un média qui s'appelle Millefeuille AI. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. C'est un média en fait qui analyse l'impact de la technologie sur la société et les entreprises. Voilà. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté de venir échanger ce soir. Et alors, on va rentrer dans IA, monde du travail, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous poser une petite question un peu icebreaker que j'aime beaucoup poser aux gens que je rencontre au quotidien, qui est et toi, en fait, l'IA, ça change. Enfin, en quoi ça a concrètement changé ton quotidien? Est-ce qu'il y a un outil en particulier, voilà, que tu peux nous partager, que tu utilises, qui t'a changé le quotidien depuis ces 2 dernières années?
On me regarde, donc c'est à moi de Vas-y, commencer. Anne-Laure, je t'en prie. Moi, il y a un outil que j'adore. Est-ce que vous avez entendu parler de Notebook LM, qui est un super outil d'assistant? On peut mettre plein de sources de données. En fait, c'est un outil de RAG clé en main. On peut mettre des PDF, des liens Internet. Mon astuce, c'est mettez votre profil LinkedIn dans Notebook LM et demandez à l'outil de créer un podcast. Et vous allez vous sentir super bien pour votre journée parce que vous avez un outil de création automatique de podcast. Moi, je sais que ça peut être assez sympa. On le fait, les populations commerciales de Google Cloud. On peut mettre des présentations, investor reports de nos clients et ça génère un podcast. Donc, pour se briefer en fait avant un customer meeting, c'est super. Et sinon, pour votre ego boost, mettez votre profil LinkedIn et vous vous sentirez super bien. Merci. Yann, un outil de ton Alors, côté? je vais plutôt vous parler d'usage que d'un outil en particulier. J'ai deux extrêmes dans mes usages et puis des usages intermédiaires. Le premier, c'est ce que j'appelle l'usage délégatif, hein. Clairement, c'est quand, par exemple, on me demande de faire une intervention et qu'on me dit est-ce que vous pouvez me donner les éléments, le contenu? J'envoie 5 bullet points. Et puis là, on me dit très bien, est-ce que vous pouvez le mettre en format Calliope? Un format Calliope, qui sait ce que c'est? Voilà, personne. Bon, le format Calliope, c'est un format qui permet à celui qui vous demande l'intervention d'être financé sur des frais de formation professionnelle. J'ai pas du tout envie de savoir ce que c'est Calliope, j'ai pas du tout envie de savoir le faire. C'est super processé, c'est super rigoureux, etc. Je mets les 5 bullet points dans une IA générative, je balance mon set de slides le plus cohérent et le plus adapté, et je lui demande de le mettre en format Calliope. Il me le sort. Je regarde 2 minutes, je l'envoie au client, il me dit toujours c'est parfait. Je sais toujours pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de savoir. Et puis l'autre, c'est plutôt l'usage cœur de métier, où là, une de mes missions, c'est quand même de vulgariser la science. Hein. C'est quand même d'amener un maximum de gens qui n'ont pas du tout les compétences ni les connaissances à comprendre en quelques secondes ce qu'il y a dans un article scientifique. Et quand je ne trouve pas par moi-même le schéma narratif, eh bien, je vais demander à l'IA de me l'expliquer comme si j'avais 10 ans, avec des analogies. Et là, non seulement ça me vient tout de suite, mais en plus, bizarrement, je comprends mieux l'article. Hein, parce que vous savez, des fois, quand vous ne savez pas expliquer, c'est que vous n'avez pas bien compris. Et donc ça, c'est l'usage vraiment cœur de métier où je ne cherche pas à gagner du temps, je cherche à monter en compétences pour faire une meilleure performance devant les personnes qui m'écoutent. Merci. Nicolas? Ouais, donc moi, je m'en utilise un peu à toutes les sauces. La première, c'est comme une FAQ géante. Donc, je m'en sers sur Figma pour faire les impôts, des déclarations. Il suffit de prendre un screenshot et lui demander comment mettre des alinéas, créer des tableaux. Donc, ça, c'est tout le temps. Et après, à titre professionnel, nous, ce qu'on fait chez Facet, c'est qu'on aide les boîtes à cartographier leurs opportunités. Et après, on vient documenter de manière précise leur process pour imaginer des solutions qu'on construit à partir de la plateforme. Donc ça consiste à faire beaucoup de shadowing, d'interviews avec les utilisateurs. Donc on est vraiment donné de meetings enregistrés et on a un certain formalisme pour leur présenter ce qu'on va faire. Et donc on s'en sert pour vraiment extraire de la donnée non structurée, de meetings, de présentations, d'échanges d'emails, et bien des outputs qu'on peut réutiliser ultra rapidement. Donc on s'en sert aussi dans les opérations internes. Mhm. Super. Rentrons dans le cœur du sujet et parlons de la transformation qu'on est déjà en train de vivre aujourd'hui. Je pense que quand on parle d'IA, on dit demain, demain, demain. Je pense que alors, l'IA, c'est avant ChatGPT, mais ChatGPT marque un tournant depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, qu'est-ce que vous voyez se passer dans les entreprises? Qu'est-ce qu'elles font? En quoi cette nouvelle ère de l'IA, disons, est en train de changer les entreprises? Je sais pas, Nord, si tu peux nous dire ce que tu vois depuis Google. Oui, absolument. Et je tiens aussi à vous féliciter parce que la vidéo, là, je l'ai trouvée vraiment géniale. Et je trouve ça génial que l'IA soit appliquée au monde du search. Venant de Google, ça nous touche. Et c'est pour ça qu'on a inventé à la base des modèles comme les transformers. C'est à la base pour améliorer notre compréhension des requêtes des utilisateurs et rendre les résultats de la recherche plus pertinents. Donc je trouve ça génial et bravo pour les acteurs. J'aimerais bien que pour nos product launch, on ait des vidéos aussi cool. Donc si on fait un peu le bilan, je pense, de ce qu'on a vu vraiment concrètement mis en production avec des résultats tangibles, je pense un des premiers quick wins qu'on a vu, c'est l'automatisation de process manuels chronophages qui embêtait tout le monde. Dans le monde du retail, je ne sais pas s'il y a des représentants du monde du retail, la gestion des informations produits, par exemple, ça c'est un sujet clé. Donc, exemple hyper concret, ADO, quand c'est soit des produits first party, soit des marchands tiers qui vendent sur leur marketplace, il y a un certain nombre d'attributs produits à renseigner. Et en fait, quand c'est un mobilier de jardin, il y a 600 attributs. Les marchands ne le remplissent pas ou pas bien. C'est des produits qui se vendent jamais. Et ça, typiquement, en fait, les LLM font super bien le job
alors, ils utilisent en l'occurrence un algorithme de classification custom et ensuite Gemini 1.5 Flash pour générer automatiquement les attributs produits. Donc, un marchand, maintenant, ça va beaucoup plus vite pour mettre en ligne un nouveau produit. Donc, ça, c'est des exemples hyper concrets. Ça leur fait gagner beaucoup de temps. Ils sont passés de 27% à 87% d'attributs produits. Donc, vraiment, quick win, automatisation de processus. J'ai donné un exemple dans le monde du retail. Dans la fintech, avec United Credit, on les a aidés à mieux catégoriser les transactions bancaires qu'ils doivent analyser pour décider s'ils doivent faire un octroi de crédit automatique ou pas. Donc, on va dire que ça, c'est la première phase où on a vu tout de suite beaucoup d'intérêt et des résultats tangibles. Comment on rend plus rapide des processus qui étaient vraiment embêtants et manuels. Le deuxième grande catégorie de sujets, c'est autour de l'expérience client. Donc, comme vous, avec le search, donc le support client ou l'amélioration des recherches en ligne. Pareil, dans le monde du retail, on a même une solution fine-tunée sur la recherche des informations produits. Fnac l'utilise par exemple sur une portion du trafic et va le roll out à 100%. Donc, ça s'appelle Vertex AI Search for Retail pour ceux qui sont intéressés. Et je pense que la troisième grande catégorie de cas, c'est quand vraiment on veut, comment dire en bon français, revamp, réinventer un métier en profondeur avec de l'IA, pas forcément générative d'ailleurs, quelquefois ça peut être de l'IA traditionnelle. On a annoncé un partenariat avec CMA-CGM, par exemple, pour tout ce qui est gestion du shipment, l'optimisation des... Voilà. Donc voilà, comment on réinvente des métiers, soit dans le monde de la construction, dans le monde logistique. Quelquefois, ça passe par de la co-construction. On a développé une solution de anti-money laundering avec HSBC, par exemple. Donc là, vraiment, on prend des processus métiers. Donc la tête que ça prend va dépendre de la verticale dans laquelle on est. Mais c'est passionnant aussi de travailler là-dessus avec nos clients. Yann, je te vois hocher de la tête. Non, très bien. Ouais, et puis peut-être aussi, comment tu vois les collaborateurs réagir aussi dans ta démarche avec l'entreprise. Moi, quand on me demande, parce que l'IA générative a changé, hein, je dis trois choses toujours. Moi, mon laboratoire, elle a été créé en 2021, un an avant la sortie mondiale de ChatGPT. Avant l'IA générative, moins de 1% des Français pouvaient dire « je travaille avec l'intelligence artificielle ». Aujourd'hui, on considère que c'est 20% des Français qui peuvent dire « j'ai au moins essayé une fois de travailler avec l'intelligence artificielle ». Donc, quand vous passez de moins de 1% à 20%, vous n'êtes plus du tout dans la niche, vous n'êtes pas encore dans la masse, mais vous êtes sur ce qu'on appelle le gap, hein, le passage où on passe de la niche à la masse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. En termes de volume, ça n'a rien à voir. Deuxième chose, là où le moins de 1%, c'était exclusivement des initiatives d'employeurs, le 20%, c'est très largement des initiatives d'employés. Aujourd'hui, la très grande majorité de l'utilisation de l'IA au travail, ce sont des employés qui utilisent une solution grand public et qui le font, comme disent mes enfants, en loose day. Voilà. Ils ne le disent pas à leur manager. Aujourd'hui, on est dans un moment où l'usage majoritaire de l'IA, c'est du shadow. Voilà. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous dit que font les travailleurs quand ils ont un outil qu'ils utilisent spontanément sans qu'on leur demande. C'est pas facile parce qu'ils le cachent, mais on arrive quand même à avoir des infos. Et ce que l'on voit, c'est que les usages sont hyper équilibrés entre, je dirais, la valeur dominante de l'IA 2010-2020, c'est délégation, productivité, automatisation et déplacement du travail sur les tâches à haute valeur ajoutée. Ça, c'était la grande promesse 2010-2020. Et depuis l'IA générative, on voit que cette promesse, elle s'équilibre avec l'assistant qui produit de la valeur. Et là, on voit clairement que les collaborateurs, quand ils l'utilisent sans qu'on leur demande, ils vont à l'équilibre entre productivité, répétitivité et inspiration, créativité, décrypter la complexité. Et le troisième point, c'est que là où avant, l'IA, c'était un sujet d'un club d'experts qui était dans la recherche et dans l'industrie et dans quelques grandes entreprises et collectivités, eh bien aujourd'hui, c'est un sujet de société qui fait que tout le monde discute de l'IA. Et quand bien même il y aurait des travailleurs qui n'utilisent pas l'IA, leurs enfants l'utilisent. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu la rentrée. La moitié des enseignants de mes enfants ont dit qu'ils arrêtaient de donner du travail à la maison parce qu'ils ne savaient pas comment gérer cette situation-là. Donc on a aujourd'hui un phénomène qui est beaucoup plus sociétal, qui s'est libéré d'un club d'experts qui avait un peu le monopole du sujet. Oui, c'est clair.
Moi, je rejoins vachement le point de l'adoption. C'est surtout ça l'intérêt de ChatGPT, hein, pour des gens qui commercialisent la technologie. C'est que maintenant, même mes parents se demandent si l'IA peut faire ça. Hein, parfois, derrière l'IA, il y a du VBA, il y a du code, il y a plein de trucs. Mais il y a clairement un sujet d'adoption. Il y a quand même beaucoup de salariés. Donc, nous, on équipe surtout des grosses PME, des ETI, sur de la gestion de catalogue, sur des workflows financiers où il y a pas mal de volume. Quand même beaucoup de salariés qui font des tâches opérationnelles, qui voient bien la direction que ça prend. C'était avant, on avait finalement distribué le travail dans des pays low cost, en Asie, en Afrique. Et là, c'est vrai quand même une tendance à se dire quelle tâche, quelle profession qui aujourd'hui me coûte cher, je vais pouvoir déléguer à l'IA. Donc il y a un peu une double attitude. Il y a les dirigeants qui sont très excités par les gains de productivité. Et il y a aussi les salariés qui se disent, mais je peux déléguer du travail, mais à quel point ça va remplacer ce que je fais? Puisqu'il y a effectivement des équipes qui sont quand même fortement diminuées. Ceux qui font de la gestion de contenu pour gérer des catalogues, ben, avant, il y avait des équipes de 15-20 personnes chez certains de nos clients. Aujourd'hui, il y en a plus que 2 qui supervisent, donc ils peuvent les redistribuer ailleurs, cette force de travail-là. Mais il y a quand même un enjeu de complémentarité pour savoir ce que ces gens vont faire demain. Donc on est quand même en France, en Europe, donc les entreprises ne licencient pas des gens comme ça, mais c'est un sujet qu'on voit quand même apparaître et qui, je pense, va continuer à se développer. Est-ce que Yann, tu détectes des changements culturels du coup? Tu disais, là c'est en shadow, est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a un aplatissement des hiérarchies? Qu'est-ce que tu vois se passer d'un point de vue culturel dans les entreprises? Alors, pour l'instant, on n'a pas détecté cette idée d'aplatissement des hiérarchies, même si dans certaines situations, on voit que l'user story de l'IA va amener à escalader le manager de proximité. Donc là, effectivement, on peut avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Mais ce qui, pour l'instant, est le sujet que nous, on identifie le plus, c'est ce qu'on appelle la reconfiguration des rôles professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un junior qui, dans certains cas, va avoir une accélération de la montée en performance très vite. Et ça se voit à la fois dans ses résultats, dans le faible recours qu'il va avoir au senior, dans le faible taux d'escalade qu'il va y avoir quand c'est lui qui travaille. C'est-à-dire les gens vont dire bah non, passez-moi votre supérieur. C'est-à-dire qu'un junior va se sentir très vite en capacité d'aller chercher une performance qu'il n'avait pas jusque-là. Ceci dit, se pose la question de cette montée en performance est-elle synonyme de montée en compétence? Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on n'a pas encore bien décrypté, c'est-à-dire est-ce que ce nouveau super pouvoir, il peut se décliner en capacités et en compétences tangibles qui ne seraient pas forcément les mêmes que le senior, mais qui permettraient de dire le junior, il a développé des capacités vis-à-vis de l'IA, ou alors est-ce que c'est vraiment l'IA générative qui apporte cette valeur et quelque part, on met n'importe quel junior en entrée. Et là se pose la question de la capacité d'un junior à ne plus devenir junior, c'est-à-dire comment on va reconnaître sa montée à compétences. Donc là, c'est un vrai sujet RH pour regarder comment on fait des parcours d'évolution, parce qu'on veut bien vivre, on veut un boulot, on veut bien vivre de son boulot, mais on veut aussi vivre de mieux en mieux de son travail, et aussi on veut être reconnu pour une expérience dont on a fait l'acquisition. Et donc on a parfois une dévalorisation de ce capital expérientiel en disant oui, le senior il a de l'expérience, oui, c'est toujours un peu mieux qu'un junior, mais c'est tellement plus cher, et derrière il peut y avoir ce sujet-là. Dans l'autre sens, parfois, on a au contraire une automatisation des tâches d'entrée dans un job qui va faire que pourquoi prendre des juniors qui préparaient le travail, hein, on a un vrai sujet aujourd'hui sur les consultants juniors, par exemple, qui préparaient le travail, qui faisaient tout le travail de préparation, de recherche d'informations, la préparation de la réunion, le support de la réunion, et puis derrière, le senior, il arrivait, il gérait la relation client. Sauf que il y avait aussi un enjeu entre le junior et le senior l'accompagnait un peu dans cette montée en compétences. Aujourd'hui, le senior, il a peut-être un outil qui lui permet très vite lui-même d'arriver au résultat qu'il souhaiterait, plutôt que de tutorer un junior, de l'amener vers la progression. Donc on voit bien que parfois c'est le junior qui est très favorisé à court terme, parce qu'après comment il progresse, parfois c'est l'expérimenté le senior qui est favorisé, mais on voit que les rôles professionnels se reconfigurent, et ça c'est essentiel parce que qu'on puisse le documenter. Parce que, encore une fois, on a des aspirations envers le travail. On veut avoir un joli podcast le matin par rapport à son CV. Et en vote ce podcast, il nous raconte l'histoire d'une progression, il nous raconte l'histoire d'une singularité, le fait qu'on est différent des uns des autres par rapport à son expérience. On ne veut pas qu'il nous raconte que demain, on peut être remplacé par n'importe qui, parce qu'en fait, c'est l'IA générative qui apporte la performance et la valeur.
Ouais, tu parles de demain. Donc justement, on est sur un domaine où l'innovation, elle est permanente. Je pense qu'il n'y a pas un jour, même sans voilà, une nouvelle news, un nouveau truc intéressant à regarder. Donc j'aimerais plutôt peut-être nous projeter maintenant sur demain, dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Quelles innovations, voilà, vous voyez en fait vraiment être les plus intéressantes à monitorer, à regarder, ou que vous voyez déjà même être en train d'être développées activement. Je pense à toi chez Google. Et quel impact de ces innovations? Est-ce que c'est la voix, les interfaces voix demain? Est-ce que on parle beaucoup d'agents? J'aimerais beaucoup vos perspectives là-dessus. Oui, avec plaisir. Ben, la voix, clairement, ça c'est un sujet. On parle beaucoup de multimodalité. Nos modèles first party, Gemini, ils ont été construits pour être multimodaux et on a de plus en plus de clients là qui s'intéressent à des use cases multimodaux, ben, des nouvelles expériences de support client vraiment multimodales. Je ne sais pas si vous avez vu DeepMind, nos équipes de recherche DeepMind ont travaillé sur le projet Astra. Il y a une vidéo qui est sympa qu'on pourra envoyer en follow-up. Ils sont vraiment le Next Generation Assistant qui peut, sur son téléphone, on peut regarder, poser des questions. Mais où est-ce que j'ai laissé mes lunettes? Ah, c'était sur la table et on va regarder. On commence à se rapprocher de plus en plus de ça dans l'offre Google Cloud. Là, on a sorti une API qui s'appelle Multimodal Streaming API, qu'un petit nombre de clients sont en train de tester. C'est vrai que les résultats sont assez bluffants. Multimodal, voix hyper naturelle, avec une latence très faible. Donc il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et c'est vrai que quand on y pense, il y a plein d'applications où c'est absurde d'utiliser des clics sur un téléphone. J'étais à Riyad la semaine dernière. Un check-in en ligne sur son téléphone devrait être fait avec la voix. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser son téléphone pour ça. Donc je suis assez excitée de voir tous les cas auxquels on pourra penser. Et peut-être plus généralement sur l'IA, pas forcément les produits Google Cloud, mais je suis assez enthousiaste par tout ce sur quoi nos équipes DeepMind travaillent. Ils ont un gros focus sur l'IA appliquée au monde de la science. Vous avez peut-être suivi le projet AlphaFold qui a gagné un prix Nobel. C'est déjà AlphaFold 2, c'est utilisé par 2 millions de personnes. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de biologistes qui travaillaient sur les protéines, avec plein d'applications dans le monde médical. On a des équipes qui travaillent sur l'IA appliquée au monde des matériaux pour essayer de trouver des nouveaux matériaux ou sur la meilleure gestion des risques climatiques. Donc je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire sur l'IA appliquée au monde de la science avec beaucoup de choses et des déclinaisons très concrètes. Ouais. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que tu dis, a priori, demain, les interfaces voix, tu les vois assez près de Oui, je me dis qu'il y a beaucoup de potentiel. Ouais. C'est une de tes prédictions. Une prédiction, Nicolas, Oui, comment tu vois alors, les... donc nous, via le média Millefeuille, donc à peu près 7000 abonnés avec qui on échange, on a aussi un club d'investissement. On a investi à peu près 1 million en 1 an que dans des startups françaises, applicatives, des gens qui font des modèles, des gens qui font des outils pour développeurs. Et via Facet, fait que, bah, on a une position un peu privilégiée pour voir ce qui se passe. Le premier point, c'est déjà en France, il se passe énormément de choses. Moi, j'étais à San Francisco en 2015. Il y a une effervescence qu'on retrouve aujourd'hui à Paris. Donc ça, c'est très cool, très excitant. Il y a quand même un sujet autour du nombre de produits qui est créé en permanence. Il y a une ébullition de la technologie. Or, tous les sujets de productivité du quotidien ou transformer des process un peu boring, mais très utiles en finance, en RH, dans les opérations, on pourrait arrêter la technologie là. Il y aurait déjà 10 ans de travail pour que toutes les entreprises les intègrent. Moi, ce que je trouve excitant, c'est ce que vous faites, bah, par exemple, chez Malte, là où on innove sur l'expérience client. Il y a des choses en conversational shopping chez nos clients qu'on voit apparaître. Ça, c'est des choses très sympas qui vont transformer effectivement nos usages. Mais moi, je suis assez curieux de voir la vitesse à laquelle les entreprises vont vraiment s'en emparer. Il y a quelques dirigeants visionnaires qui poussent leurs équipes à s'en servir. Mais je me pose la question des ETI, des PME en France et en Europe, la vitesse à laquelle elles vont utiliser ces outils versus ces Américains qui payent beaucoup plus cher, qui vont beaucoup plus vite. En une semaine, on déploie des projets chez eux, quand en France, on met 6-9 semaines pour convaincre toutes les parties prenantes. Donc, je suis assez curieux de voir le décalage d'adoption qu'il va y avoir cette fois-ci sur cette vague de technologie qui est un vrai changement. Ouais. Et ta perspective, Yann, et puis la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas changer aussi? Qu'est-ce qui va Ouais, alors rester il faut toujours être très humble hein, vis-à-vis de l'IA. Bah, d'abord parce que c'est une vieille discipline malgré tout et qui a eu des hauts débats. Mais si on prend le printemps actuel, hein, comme on l'appelle, les printemps depuis 2010,
Au début, on avait une vision très classique. On disait, voilà, ça va automatiser les tâches dites à faible valeur ajoutée, les tâches répétitives, etc. Et on disait, finalement, il y a au moins deux grandes familles de compétences qu'on appelait proprement humaines, qui ne bougeront pas. Hein. C'est la créativité et la relation humaine. Et aujourd'hui, on voit à quel point l'IA générative va sur la créativité et on voit à quel point on met de l'IA partout dans la relation. Voilà. Et donc, ils appelaient ça des goulets d'étranglement à la frontière technologique. C'est là où l'IA va s'arrêter et l'humain reste. Voilà. Et là, tout ça, on se rend compte que ça saute complètement. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui à travers l'IA générative, c'est que on est entré dans une forme d'IA qui n'était pas vraiment le projet initial des fondateurs de l'IA, c'est l'assistance, l'IA d'assistance et qui repose beaucoup sur une coopération humain-machine extrêmement aboutie, avec notre capacité à bien la requêter. Alors évidemment, la compétence de prompt va réduire à mesure que les systèmes en natif seront de plus en plus performants, mais il y aura toujours cette idée de je passe commande et en retour, j'ai une réponse, mais il faut que je sois un peu critique par rapport à cette réponse, que je prête attention, que je sois vigilant, parce que cette réponse n'a rien à voir avec la vérité, elle est une réponse statistique qu'on a essayé d'affiner, de fine-tuner, mais elle reste encore liée à un système statistique. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est un verrou qu'il faut absolument pouvoir développer, c'est l'IA de confiance. L'IA de confiance, c'est pas au sens où je me fie du résultat, c'est au sens industriel. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Airbus va mettre de l'IA dans ses process pour valider le fait que cette pièce d'avion, on peut la mettre dans l'avion. Et ça, aujourd'hui, c'est incroyable, mais on ne sait pas faire. Voilà, au niveau industriel, labellisé, homologué. Voilà. Ah ouais, je te laisserai rebondir après. Mais en tout cas, voilà, moi j'interviens énormément dans l'industrie à Airbus et alors sur des sujets, vraiment quand on rentre dans le côté critique de l'avion, quand on rentre dans le critique de la voiture, etc., eh bien on reste encore avec un humain qui valide. Donc ça, on le développe et l'idée c'est d'arriver à cette IA de confiance dans l'industrie, peut-être dans les 5 ans, que ça puisse être diffusé, voilà, et qu'on puisse certifier homologuer des solutions. C'est-à-dire qu'il y a un bureau, Veritas, qui dit je certifie ce poste de travail, je certifie cette techno. Et puis après, il y a ce tu as dit en ce moment Yann Lequin, qui dit abandonner l'IA générative. Il n'arrête pas de se féliciter de toutes les critiques qu'on peut faire sur l'escalade des modèles, etc. Et il dit il faut aller vers l'IA qui est vraiment intelligente. L'augmented machine intelligence, l'AMI, l'IA qui est intelligente parce qu'elle comprend le monde qu'elle traite. Elle fait le lien entre le signe et la chose. Le signe, c'est le symbole, c'est la data, et la chose, c'est ce qui est relié à la data. Une IA qui n'est pas asémantique, mais qui comprend le monde physique dans lequel elle évolue. Voilà. Et ça, lui, dit qu'on n'aura pas le premier modèle théorique avant 10 ans. Voilà un peu. Donc, à ce moment, c'est l'assistance. A priori, Google va nous dire que l'IA de confiance, on l'a déjà, mais en tout cas, dans les industriels, ils y travaillent aussi. Et puis après, l'IA de bon sens, celle qui comprend le monde. Et je te laisse rebondir, évidemment. En fait, je suis d'accord sur l'importance de. Parce que c'est répondre à tous les sujets de confiance, peut-être pas. Une grande partie de cette. Évidemment, c'est hyper important pour que les gens aient confiance dans le résultat des LLM, c'est de grounder les résultats. Donc, on appelle la factualisation, grounder, c'est-à-dire faire une citation pour avoir la source. Voilà. Nous, ça, c'est un gros sujet pour nos équipes de produits. On a une suite de grounding. Donc, on peut grounder dans la data de l'entreprise. Comme ça, quand il y a le résultat, on voit la source. Ah, bah, c'est lié à tel document dans ta source de données. On fait du grounding dans Google Search. Et on a même, dans notre suite de grounding, on a du dynamic grounding pour savoir automatiquement est-ce qu'il faut grounder ou pas, quelle source de données utiliser. Voilà. Donc c'est juste, effectivement, c'est un sujet qui est hyper important, mais on a quand même des bons éléments de réponse pour que le résultat de l'application soit effectivement sourcé, quoi. Super transition sur la dernière question que j'aimerais aborder avec vous, qui est, on a parlé pas mal de sujets finalement assez sensibles et assez profonds sociétalement. Et je pense qu'ici, voilà, on a un mélange de gens qui construisent ces systèmes d'IA, alors que ce soit des modèles fondamentaux, soit des applications, ou qui abordent ça avec leurs entreprises aujourd'hui. Donc, la question de vous, c'est quelles questions se poser pour faire ça de façon responsable? C'est quoi les frameworks? Comment on approche ça? Tu parlais voilà, d'assistants, c'est un de nos principes. On a 4 principes sur l'IA et positionner l'IA comme l'augmentation à l'assistant et pas en remplacement du jugement humain, c'est un de nos corps principaux. Donc, ouais, comment vous approcherez cette question? Quels tips on peut, ou frameworks on peut partager euh, avec notre audience? Moi, je peux dire quelques mots. Google est très actif sur le sujet. On a des AI Principles qu'on a développés, qu'on a réalisés, je crois, en 2018, et un certain nombre de méthodologies qu'on met à disposition de l'écosystème.
et on fait des rapports réguliers sur nos avancées. Peut-être deux choses très concrètes que je peux partager, deux exemples. Un, on a un Secure AI Framework, et un site internet où n'importe qui peut aller, qui développe une application IA, répond à quelques questions et a déjà un premier niveau d'assessment sur les postures de sécurité à avoir dans le développement d'une application IA. Et deuxième exemple hyper concret, c'est tout ce qui est watermarking, c'est-à-dire le tatouage digital. On sait que c'est clé de pouvoir identifier qu'est-ce qui a été généré par de l'IA et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Donc, par exemple, sur l'outil de génération d'images qu'on a, ImageGen 3, on a SynthID, la techno qui est à dispo. Et sur le texte, on a rendu la techno dispo en open source. C'est disponible dans Hugging Face. Donc, voilà. Et très concrètement, on a un toolkit c'est quoi le nom officiel? Responsible AI Toolkit. Et vous pouvez accéder directement à ça. Donc, on pourra partager des petits pointeurs si ça vous intéresse. Alors nous, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on est plutôt partisans d'une approche héroïste de l'intégration de l'IA par les équipes, les salariés, les dirigeants. Donc de bien regarder au-delà des grandes promesses, parce que ce qui se dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui ont des super promesses, de créer des agents qui remplacent des jobs entiers, mais qui ont énormément de churn, c'est-à-dire que les clients viennent pour la promesse et repartent très vite. Donc ça, c'est un problème de tout le monde. Donc je pense qu'il y a quand même y aller petit pas par petit pas, à délivrer voilà, des milestones, des ROI intermédiaires, démarrer soit par de la productivité simple, mais moi je trouve que c'est pas le plus intéressant, ou par des vrais la valeur un peu transformative sur des gros process qui concernent une assiette assez large de personnes et de faire ça trimestre après trimestre. Voilà, nous, c'est ce qu'on voit. Il y a déjà beaucoup de bruit et c'est vrai que les salariés sont un peu refroidis par aussi comment on a équipé les entreprises avec des logiciels, un peu en marguerite, où pour chaque problème, il y avait un logiciel. Donc, on a plutôt une attitude de héroïsation, prendre son temps. Voilà, ça, c'est ces deux points importants et d'aller confirmer que les promesses des vendeurs de technologie, quelles qu'elles soient effectivement réalisées pour ne pas perdre d'argent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, 12 mois après, en regardant les budgets pour l'année prochaine, se disent, bon, bah, c'était quoi le ROI? J'ai investi 500 000, 1 million dans une équipe, des outils, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Et pour éviter des effets très déceptifs, il y en a pas mal. Il y a pas mal de gens qui viennent nous voir, qui l'ont fait en interne ou qui sont passés par d'autres providers. On conseille toujours de venir quantifier les impacts avant de se lancer. Ouais. Et le corollaire de le bon outil pour le problème, c'est aussi l'IA générative n'est pas la bonne solution pour tout. J'imagine aussi que tu le vois au quotidien. Ouais, Et des donc fois, on va c'est aller vers des modèles plus petits, moins consommateurs en voilà. énergie, etc. Ouais. Le sujet principal, c'est un peu IA ou VBA. C'est super, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont intégré que la technologie, mais c'était vrai avant pour le low-code, c'était vrai pour plein de choses, Mhm. pouvait automatiser des quantités de travail, à condition d'être bien fait. Il y a des sujets qu'on met un peu sous le tapis, mais qui vont sûrement revenir sur l'utilisation, la bonne utilisation de la ressource énergétique. Il y a un très bon podcast d'une chercheuse, je crois, Hugging Face, qui s'occupe de cette partie-là qu'on a partagée sur Millefeuille la semaine dernière, qui donne des clés, qui donne aussi des recommandations pour être transparent. Bah, typiquement, comme quand on utilise un avion ou un train, on pourrait avoir les mêmes systèmes des gros providers de technologie qui nous diraient bah, ta requête sur des systèmes classiques ou d'autres systèmes plus de GenAI, voilà les différences d'impact. Donc, c'est quand même des choses, je pense, qu'on va voir apparaître. Je ne pense pas que ce soit préoccupation des entreprises. C'est d'abord couper les coûts, que les salariés soient plus contents. C'est quand même un gros driver des dirigeants qui ont dû réduire des équipes, qui a la même charge de travail. Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de suivre, en tout cas, et de voir comment en Europe on aborde ce sujet-là, qui est pour l'instant mis sur le côté. Ok. On voit les employés très très demandeurs sur la question et je pense qu'ils ont raison de pousser. Ah ouais. Yann, ta perspective? Ouais, alors, premier point, le professionnel, il faut qu'il soit formé à l'IA, à son outil, mais surtout à l'IA, parce que l'outil peut changer, mais il faut qu'il comprenne ce que c'est l'IA, et qu'il soit réassuré. C'est-à-dire, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait, et c'est celui qui est responsable. Deuxième chose, l'outil, l'IA. Il faut qu'elle soit de confiance, il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit utilisable. Parfois, c'est utile, mais ce n'est pas utilisable. C'est utile, mais ça va prendre trop de temps. Ou par rapport à la séquence opératoire, ça ne rentre pas. Parfois, c'est utilisable, mais il y a des gens qui vous disent ça ne me sert à rien. Voilà. Ensuite, il y a le troisième point, le human machine teaming. Donc, on a un professionnel qui est formé, on a une machine qui est de confiance. Et derrière, comment on qualifie cette interaction? Avant, on était utilisateur d'ordinateur. Maintenant, on parle même de coopération humain-machine, voire de relation humain-machine.
Et effectivement, on doit trouver le bon terme. Peut-être qu'on a des relations humaines, on n'a pas de relations avec les machines, mais on doit trouver le bon terme parce que ce type de machine est très différent de ce qu'on était habitué à avoir. On avait des machines déterministes et on avait des humains empiriques. Aujourd'hui, on a des humains empiriques et on a des machines empiriques. L'humain, il est empirique parce que quand il a peu d'informations, il arrive à faire énormément de choses grâce à sa compréhension du monde. Et quand il a beaucoup d'informations, ça chauffe un peu. Et il utilise un moyen pour économiser son énergie, ça s'appelle les biais cognitifs. Et on a une machine qui a l'empirie inverse. Quand elle a beaucoup d'informations, elle est très performante. Quand elle en a peu, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut organiser ce human-machine teaming. Quatrième point, l'organisation autour de cette coopération main-machine. Il ne faut pas que le human-machine teaming remplace le teaming. Donc à un moment, il y a une organisation qui doit être apprenante, qui doit apprendre à notamment décrire ces expériences utilisateurs qui sont nouvelles pour essayer de savoir c'est quoi faire du bon travail avec l'IA. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de parler du bien-être au travail et parfois on a des happiness managers qui mettent du baby-foot, qui font des super afters, etc. J'ai rien contre, c'est vachement bien. Mais en fait, toutes les études montrent que ce qui nous motive au travail, c'est de faire du bon travail. Et donc, on a besoin de savoir c'est quoi faire du bon travail avec l'IA. Et puis, une fois qu'on a cette organisation, eh bien, il y a la méta-question qui va plutôt s'adresser par le dialogue social ou le dialogue professionnel, ce qu'on appelle aussi le dialogue social technologique. C'est une fois qu'on travaille avec l'IA, est-ce que travailler avec l'IA, ça nous permet de toucher du doigt les deux grandes valeurs modernes du travail? Il faut savoir qu'avant les révolutions industrielles, travailler, c'était parce que vous étiez mal né. Hein, quand on est bien, on est aristocrate, on ne travaille pas. Quand on est mal né, eh bien, on travaille. Depuis la révolution industrielle, travailler, c'est une valeur. Et c'est une valeur qui permet d'acquérir une dignité matérielle, bien vivre de son travail et vivre mieux de son travail, et une dignité spirituelle, c'est-à-dire se réaliser, faire une activité qui a du sens et qui permet de dire au monde qui je suis. Il faut savoir que quand on se rencontre, hein, pour la première fois, une des 3 premières questions que l'on pose à quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc le travail est un facteur d'identité. Même si aujourd'hui il y a des discours sur la crise de la valeur travail, on pourrait éventuellement discuter, mais la valeur travail reste quelque chose d'important, les gens y sont attachés, notamment en France. La France est le pays où les attentes envers le travail sont le plus fortes et la crainte envers l'IA la plus forte. Donc il y a aujourd'hui une corrélation entre la peur de l'IA et les attentes envers le travail. Plus on attend des choses envers le travail et plus on a peur de l'IA. Donc on a un vrai sujet à traiter ensemble pour savoir si travailler avec l'IA, ça permet de bien gagner sa vie et ça permet de se réaliser.